En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. En 2 minutes 30, nous allons l'accueillir, planter le décor avant d'aller à la pause. Emmanuel Milimono et vous, auditeurs de la 95.3, Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, est déjà dans ce studio. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous regardent sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Film 24. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et bien entendu à tous les auditeurs de Film. Actualité oblige. Alpha Condé poursuivi par le parquet de Conakry avec 26 autres de ses compagnons. Après l'annonce des poursuites, un pôle d'avocats, d'enquêteurs autant pour moi, est mis en place. Quel est votre regard sur tout ça? Bon, c'est quelque chose d'inédit en Guinée parce que depuis l'indépendance, ce pays est marqué par des violences, par des tragédies, par, disons, des abus de pouvoir émanant de ceux qui sont investis de l'autorité publique. Et aujourd'hui, que cela se fasse en Guinée, c'est une première. Et ce n'est pas contre les personnes qui sont personnellement interpellées dans cette affaire, mais le pays a besoin de changer. Oui. Le pays a besoin de rompre avec les cycles de violence, de mort, de deuil et d'impunité. Donc l'espoir est permis. L'espoir est permis, l'enjeu est important, mais il ne faut pas croire que ce sera facilement que le processus de changement de paradigme pourra se faire. Il y aura des résistances, il y aura des réticences, il y aura beaucoup de récriminations, mais il faut garder le cap sans pour autant que ce soit comme M. Ibrahim Assouri Lincoln l'a dit tout à l'heure, une chasse aux sorcières, mais il faut protéger l'avenir. Et protéger l'avenir, c'est donner une chance à la Guinée d'être dans un pays normal où personne n'aura à craindre pour sa sécurité, pour sa vie, pour ses opinions. Et ce sera un grand pas pour le processus démocratique en Guinée et pour la construction de la nation. Emmanuel Milimono, je vous promets qu'on va repartir après la pause sur votre question, justement sur cette poursuite contre Alpha Condé et 26 autres membres et le travail qui attend ce pôle d'enquêteurs. On va marquer une pause pour nos réclames. Derrière, ça sera les infos et Talk Politique reprendra ses droits. Oui, justement, en lien avec la transition, Monsieur Ba, vous aviez dit... juste avant d'aller justement en pause, que le changement ne va pas, pour paraphraser un peu, le changement ne va pas être facile. Il y aura des oppositions, il y aura des obstacles. Est-ce que c'est du genre aussi de celui qu'on est en train de rencontrer en ce moment, la classe politique, une partie de la classe politique, farouchement opposée au chronogramme de la transition notamment? C'est tout à fait normal. Vous savez, depuis pratiquement... 2018, mi-2018 jusqu'à présent, on est dans une phase de trouble politique, de crise politique qui est liée au fait qu'il y a des groupes qui refusent l'alternance, qui refusent le changement, qui veulent immobiliser la Guinée dans une dynamique de statu quo. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de marches, de manifestations, beaucoup de morts. Ils n'ont pas lésiné à utiliser des moyens extrêmes pour imposer le troisième mandat. Mais comme ils ne se rendent pas compte qu'un processus sociologique est en cours, qu'un processus de changement est en train de modifier la société guinéenne, ils se sont heurtés à cette transition qui est essentiellement d'origine militaire. Et maintenant que le CNRD, qui est l'instance en situation de responsabilité, est en train de passer dans le fait de l'application de son programme qui est lié principalement à la lutte contre la corruption, à la récupération du patrimoine bâti de l'État, et puis sur d'autres aspects liés à la transition elle-même, parce qu'il va de soi que certaines forces n'entendent pas
observer cela sans réagir. Oui. Et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que justement cette précipitation ou cette pression que la classe politique souhaite mettre sur le CNRD, c'est pour justement se protéger de toutes ces procédures judiciaires déclenchées ça et là? Bon, parce que vous regardez, il y a eu des mariages que qu'on qualifiait d'incestueux, pas simplement parce que la transition est en question, durée, non, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les dirigeants du RPG, la plupart qui étaient récemment en situation de gestion du pouvoir, sont interpellés, inquiétés par rapport à leur gestion intérieure. Ça, c'est un. Bon, il y a la question du crime de sang que vous avez évoqué, qui interpelle certains d'entre eux, mais comme le procureur l'avait dit, ce n'est qu'un premier aspect. D'autres aspects vont ressortir suite à des enquêtes pour savoir, durant les années antérieures, quels sont les mobiles des violences, quels sont les commanditaires, parce qu'il y en a eu trop de violences, trop de morts, et il faudrait que de part et d'autre que la situation soit bien éclaircie. Et puis il y a aussi le patrimoine public. De ce point de vue, il y a des privilégiés qui avaient par le passé usé de moyens extrêmes sous prétexte de récupérer des réserves foncières de l'État, qui ont détruit des quartiers entiers comme Caprorail en 1998, et ils ont récidivé en 2017. Donc maintenant, c'est le retour du manivelle contre des puissants qui étaient, de par leur position, qui s'étaient accaparés des biens publics. Donc, de ce point de vue, il y a une attitude que je qualifierais d'humaine qu'il faudra mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de la mauvaise gouvernance antérieure, parce que c'est des fonctionnaires, c'est des responsables de l'État qui ont vendu les terrains, qui ont spolié le patrimoine public. Et bien entendu, dans ce contexte, des personnes de bonne foi ont pu acquérir des parcelles, des logements, et 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, que l'État réclame son dû. De ce point de vue, il faut y aller avec humanité pour que les victimes ne soient pas doublement victimes. Et je pense que le CNRD prêtera attention à une attitude qui permettra de prendre en compte cette dimension humaine et cette dimension de ne pas que les victimes restent toujours doublement victimes. Alors, M. Ba, vous faites bien d'introduire cette partie. Aujourd'hui, on a comme impression que ce sont des citoyens qui ont simplement acheté des domaines avec des agents de l'État qui sont inquiétés. Mais pourquoi l'État ne va pas contre ses propres agents qui ont vendu ces domaines, qui ont empoché cet argent, qui l'ont investi ailleurs, mais qui aujourd'hui restent encore protégés? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que de ce point de vue, l'État devrait d'abord se retourner contre les responsables de la spoliation du patrimoine public. Et bon, ils le connaissent, ça peut se faire... Les signatures restent encore, les papiers existent. Ça peut se faire à titre posthume, ça c'est un. Deuxièmement, il y a des aspects législatifs qui manquent. La question de la protection du patrimoine public, il y a des failles. Il ne suffit pas de dire que ceci est la réserve foncière de l'État. Il faut qu'il y ait des lois cadres qui permettent de savoir comment un patrimoine de l'État peut être déclassifié, comment, etc., etc. Il y a toute une panoplie d'actions législatives qu'il faudra opérer pour mieux encadrer la gestion du patrimoine public de manière générale. L'autre point de ma question, j'ai comme l'impression qu'il y a même de l'entourage du président des gens qui ne voudraient pas que cette transition aboutisse. Rappelez-vous que les premiers mois de la prise du pouvoir, les actes posés par le colonel étaient salutaires. Mais à un moment donné, on a comme l'impression aujourd'hui que le palais fait ce que les populations ou quelques Guinéens n'aiment pas. Qu'est-ce qui peut traduire cela? Est-ce que le président, quelque part, n'est pas en train de tomber dans les pièges des mêmes personnes qui ont quelque part conduit Alpha Condé en erreur? Bon, tout est possible. C'est difficile de se prononcer sur cette question, mais c'est la raison pour laquelle, pour chaque programme,
Surtout lorsque vous voulez bien faire, prenez le temps d'expliquer, prenez le temps d'informer, prenez le temps de sensibiliser pour que les uns et les autres sachent derrière ce processus de récupération du patrimoine public ou bien derrière ce processus d'action judiciaire pour épingler des fonctionnaires ou des responsables véreux, il y a la nécessité de préserver le présent et l'avenir de la Guinée. Parce que la pauvreté dans ce pays, c'est une pauvreté injuste, tout simplement parce que l'essentiel des revenus sont accaparés par une petite poignée d'individus. Et pour que l'avenir ne se répète pas, il faudrait qu'à un moment donné, on dise stop. À partir de maintenant, c'est comme ça que les choses doivent aller. Et comme l'esprit humain ne croit pas à la parole, sinon ça aurait été plus simple, il faudrait des actes. Et les actes, c'est l'aspect judiciaire. Bahouri, président de l'UDRG, fait sa prise de parole encore une fois sur FIM et dans Talk Politique. Emmanuel, on va se poursuivre sur la transition. Oui, vous avez une importante partie de la classe politique qui s'est réunie demain. D'ailleurs, ça a commencé aujourd'hui parce que la Cour s'est déjà réunie. Et demain, vous avez une autre partie qui s'est réunie justement dans le cadre du processus de contestation du chronogramme de la transition et de la durée de la transition que ces acteurs estiment avoir été décidés de manière unilatérale. Est-ce que vous entrevoyez à partir de demain un climat de tension dans le pays? D'abord, il faut préciser les choses. Il y a la revendication apparente qui est mise en avant, c'est la question du chronogramme, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Les vrais problèmes sont ailleurs. Maintenant, par rapport au chronogramme, la durée de la transition, on ne peut pas nier que le CNT est une émanation des forces vives de manière générale. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a toutes les catégories sociales, société civile, partis politiques, forces armées, etc. qui sont Mais est-ce que le représentées. CNT représente les forces vives aussi? Bon, Émanation représentée, mais entre là nous, un peu... entre nous, dans le fond, lorsqu'on est dans une situation d'exception, c'est difficile de dire que cette représentation est légitime et suffisamment représentative, puisque ce sont des personnes qui ont décidé que tel doit être du CNT et tel autre ne doit pas être du CNT. Donc c'est quelque chose de limité. Mais dans le contexte, on ne peut que prendre acte que c'est une représentation, grosso modo, des forces vives. Ça a été le cas en 2009-2010, ça a été, et c'est le même cas qui se répète maintenant. Donc, on peut ne pas être d'accord avec les décisions du CNT, mais au moins il faut le reconnaître, une certaine forme de représentativité qui a fait qu'ils sont membres du CNT aujourd'hui. Donc il n'y a pas de violation de l'article 77 de la charte comme l'estiment certains Moi, collègues politiques. je ne le pense pas, parce que vous savez, il y a certains dans notre pays, quand ils ne sont pas autour de la table pour décider quelque chose, ils considèrent que tout ce que d'autres vont décider, ça manque de légitimité. C'est une espèce d'orgueil, et je pense que c'est un problème d'ego qui fait que si je ne suis pas dedans, tout ce qui va être décidé, je considère que c'est contre moi. C'est pas le fait d'être contre moi, ça manque de légitimité. Certains se sont investis par eux-mêmes comme étant les seuls à même d'être autour de la table pour décider du sort de la Guinée. Oui. Ça, c'est un excès d'orgueil et un ego mal placé. Oui, mais est-ce que la junte n'est pas prise dans son propre piège, puisque la charte de la transition dont on parle, en tout cas vous et nous, personne ne sait qui en est quand même le rédacteur. Le rédacteur. Ou les rédacteurs. Alors, aujourd'hui, la junte s'engage avec l'article 77 que le terme de la transition devrait être de commun accord fixé par le CNRD avec les forces vives de la nation. Deuxièmement, quand vous prenez aussi le règlement intérieur du CNT, nulle part, même dans la charte, il n'est dit que le CNT doit quand même fixer la durée de la transition. Est-ce qu'il ne fallait pas réviser la charte avant d'entamer ces démarches qui ne sont pas dans la constitution de la transition, c'est-à-dire la charte? Bien entendu, vous savez, dès le début, il y a eu des erreurs. Ça, c'est mon point de vue. Il y a eu des erreurs d'approche,
il y a eu une faiblesse d'implication, une faiblesse de transparence qui aurait permis de connaître qui sont les rédacteurs, comme le Burkina l'a fait, quels sont les termes de référence, pour qu'au moins qu'il y ait des échanges avant que la charte ne soit complètement faite. Et je pense que s'il y avait eu ce dialogue, cette interaction entre les uns et les autres, même la durée de la transition aurait été déjà contenue dès au départ dans la charte. Mais ceci n'a pas été le cas. Pour ne pas être toujours dans un combat d'arrière-garde, il y a des éléments de correction à faire, il y a des décisions qui ont été prises pour continuer d'aller de l'avant. Si dans l'esprit de ce qui nous intéresse, aller de l'avant est plus utile pour notre pays, il faut aller de l'avant sans pour autant regarder toujours par le rétroviseur. Vous avez dit tantôt que les agissements justement d'une partie de la classe politique, qui menace d'ailleurs de reprendre les manifestations, prétend, on va dire, l'argument de la charte et du chronogramme. C'est l'arbre qui cache la forêt, selon vous. Quels sont en arrière-plan justement les arguments, les raisons qui, de votre avis, motivent en réalité aujourd'hui cette partie de la classe politique à aller pratiquement en clash? Bon, il y a certains qui croient que le temps est contre eux. Donc, ils veulent accélérer le processus de transition. Lorsque la CEDEAO a dit 6 mois, certains ont rapidement enfourché la même rengaine pour dire 6 mois, au maximum 12 mois. Or, c'est à ce niveau-là qu'il y a 2 lectures différentes. Nous ne voulons pas répéter les erreurs de 2009-2010. Nous avons vu les méfaits et les conséquences désastreuses pour la Guinée du fait que la transition de 2009-2010 a été un échec. Et pour ne pas répéter les mêmes choses, il faut tirer les bonnes leçons. Et ne pas dire ça, on laisse au prochain président. C'est comme ça que même les élections législatives qui auraient dû avoir lieu en 2009, avant. 6 mois après l'élection. Même avant. C'était aurait dû avoir lieu avant la présidentielle. Oui, oui. Il y a eu la commission ad hoc au Palais du Peuple, CNDD, Force Vive. Ils ont imposé de manière unilatérale, entre comités, le changement, l'inversion de l'ordre chronologique des élections. Au lieu d'aller aux législatives, on est allé à la présidentielle pour accélérer, disons, le retour des militaires dans les casernes. Or, cette attitude nous a plongé dans une autre dimension tragique qui est la conséquence directe du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, la décision a été prise d'aller de la base vers le sommet. Des élections locales vers la présidentielle. Bien sûr. Et ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Certains voudraient avoir un président omnipotent, omniscient, qui serait au-dessus, qui va nommer presque les maires, nommer les conseillers communaux, nommer les députés pour être plus ou moins dans l'ancien système. Or, le processus actuel engagé donne plus de liberté aux citoyens de se choisir les hommes et les femmes capables de les représenter. Ça, c'est un. Lorsque vous prenez le référendum, les élections communales, les élections législatives et la présidentielle, avec premier tour et deuxième tour éventuellement, vous avez 5 élections. En 5 élections, ça fait à peu près, au bas mot, au minimum 18 mois. Pas 18 mois, 3 mais ans. l'organisation de tout ça, simplement des élections, on peut dire 1 an. Parce qu'un an, organiser des élections, maintenant, rapidement, parce qu'il manque de temps, il nous reste 30 secondes pour boucler. Ce qui est le plus important, c'est le fichier électoral. Et le recensement général de la population, c'est une revendication que nous avons portée dès le début et nous voulons que cela aille, parce que ça permettra de changer en profondeur la gouvernance du pays, avec chaque citoyen sa carte d'identité digitalisée, une identification nationale, ça donnera des atouts pour l'avenir. Et des informations vous annoncent au prochain gouvernement? Oh non, ça c'est... Premier ministre, chef du gouvernement, pour mener le dialogue. Non, comme en 2008, ministre de la Réconciliation nationale. Non, ce n'est pas... Non, actuellement, il y a
comment on appelle ça, une revue à mi-parcours de l'action des ministres. Il va de soi que certains sont notés, bien, moins bien, et donc ça suppute qu'il y aura des choses. Mais c'est une opération normale à mi-parcours de vérifier et que chacun sache qu'il est contrôlé. Bahouri, président de l'UDRG, notre invité dans Bâton rompu ce mardi. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs de la 95.3, et à vous, internautes qui nous suivez sur toutes nos plateformes digitales. Demain, vous serez avec Mamadou Aliou Bangoura.